Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au débat du dimanche. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Maître Cheikh Oumar Konaré. Konaré, bonsoir. Bonsoir. Youssouf Sissoko, bonsoir, Info 7. Bonsoir. On ne vous a pas vu à un moment, C'est vrai. c'est ça. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ça va très bien? Oui. Le journal? Le journal se porte bien. aussi. Votre une Oui, cette la semaine? une, on parle surtout de la libération de Farabougou. Oui, on en fait Et notre tête. voilà, donc on fait un édito en disant en tout cas à tous les militaires d'aller au front. Oui, on en reparlera. Ensuite, on parle du CNT. Le Conseil national de Le Conseil transition, national qui de n'est la pas encore transition, installé, on en oui. reparlera aussi. Et on parle de la crise au sein du M5 RFP. Ça va. Ça se vend votre journal ou pas? Oui, ça c'est Ça bon, va en papier, oui. Ça va Bon, ça l'actualité? va. C'est vrai on traverse en tout cas une crise un peu difficile, mais ça va. Ça va. Oui. Alexis Calambri, bonjour. Bonjour. Voilà, Mali Tribune. Mali Tribune. Alors, la une? Oui, Vous travaillez sur Mali quoi? Tribune sort mardi. On a des sujets d'investigation comme à notre habitude parce que c'est notre ADN. Et c'est un scoop. On fait mieux que la lettre confidentielle cette semaine. Et j'ai du carburant. Oui, parce que la dernière fois, il n'était pas arrivé, parce qu'il avait une panne sèche de carburant de sa voiture, ce qui peut arriver. Cher Non Traoré, bonjour. Bonjour. Je dois vous dire que vous avez beaucoup d'admirateurs sur Africable. On reçoit il y a beaucoup de retours positifs sur vos interventions. Je tenais à vous le dire, pour rendre un peu jaloux un autre célèbre du plateau. Je veux parler de Cheikh Oumar. Comment allez-vous? Ça va? Ça va bien. Vos affaires. Vous n'avez pas de journal, mais vous pouvez parler de vos affaires si vous voulez. Et les affaires, c'est pas encore au Mali, c'est en France encore. Oui. Voilà, je travaille à distance avec mes équipes là-bas. Et vous revenez doucement, doucement. Voilà, doucement. Doni, comme on le Voilà, dit. Doni, on prend le temps de comprendre un peu l'environnement avant de se lancer. Parfait. Voilà. Alors, deux sujets. Nous irons en Guinée pour parler des élections, les résultats des élections, de l'élection présidentielle, des résultats provisoires, 59% pour Alpha Condé, 82 ans. Et nous allons revenir ici au Mali pour parler de trois choses. Nous allons parler politique, le retour d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il est revenu, on en parlait la semaine dernière, mais est-ce qu'il est vraiment libre de ses mouvements aujourd'hui? Est-ce qu'il peut circuler librement? Est-ce qu'il reçoit librement? Est-il en résidence surveillée? On va reparler de ça tout à l'heure. Nous allons parler du M5, le mouvement de contestation qui a participé à la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce mouvement a acté hier son divorce, sa séparation avec l'imam Mahmoud Dicko. Quelles sont les conséquences? Nous allons en parler. Et puis nous allons parler de Farabougou. Info 7 en parlait tout à l'heure. Nous avons vu le vice-président de transition, le colonel Assemi Goïta, à Farabougou. Est-ce que c'était l'opération de communication? Est-ce qu'il est allé vraiment bouter hors de cette localité assiégée depuis le 6 octobre par les djihadistes? Nous allons parler de tout ça avec vous. Nous allons commencer d'abord par la Guinée. La Guinée, résultat provisoire des élections présidentielles en Guinée. Là, nous voyons le siège de la Commission électorale nationale indépendante à Conakry. Les deux premiers, Alpha Condé, 59%, et Cellou Dalein Diallo, qui a contesté les résultats et qui a d'ailleurs annoncé qu'il va introduire des recours devant les juridictions compétentes. Là, nous revoyons Alpha Condé, donc déclaré vainqueur avec 59%, selon les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante de la Guinée. Alors, chers amis, les résultats, c'était étonnant, vous vous attendiez à ça, Non Traoré? Personnellement, je ne m'attendais pas à une victoire au premier tour. Oui. Mais comme on est en Afrique, ce n'est pas très courant de voir un régime organiser des élections et les perdre. Je m'attendais à ce qu'Alpha arrive en tête, mais vu le calibre de Cellou Dalein Diallo, je pensais quand même qu'il y aurait un deuxième tour. Deuxième tour, oui. Donc je suis un peu surpris par cette victoire assez rapide. Victoire confortable, si on en croit aussi. Confortable et 59%. C'est ça, 59%, donc c'est assez large. Par contre, ce qui est un peu inquiétant, c'est le fait que Cellou Dalein Diallo, avant même la proclamation officielle des résultats, s'autoproclame gagnant des élections. Donc, ce qui n'est pas de nature à apaiser la chose. Oui. Voilà, donc j'espère qu'ils vont trouver un mode opératoire qui permettrait de calmer le jeu, mais sinon, c'est mal parti. Youssouf Sissoko de Info 7. Bon, en fait, l'élection d'Alpha Condé, ça ne m'a pas surpris.
Parce que tout simplement, quand on essaie de reculer un peu dans le passé, depuis qu'il a commencé en tout cas à tripatouiller la Constitution, à tailler la Constitution à sa mesure, tout le monde savait quand même que... Et puis les institutions qu'il a mises en place pour gérer l'élection, tout le monde savait quand même qu'il allait gagner les élections. Maintenant, qu'il allait pas gagner, mais qu'il allait en tout cas se donner la victoire. Parce que tout simplement, les institutions étaient déjà favorables à lui. Et en plus de ça, l'opposition qui a boycotté en tout cas le référendum, la révision de la Constitution, cette même opposition devait rester, n'est-ce pas, sur cette position. Mais Cellou Dalein Diallo, malheureusement, a tenté en tout cas sa chance. C'est vrai, la politique de la chaise vide ne paye pas. Moi, je pense que c'était une victoire en tout cas prévisible. Maintenant, ce que je veux ajouter à cela, c'est surtout en tout cas la manière en tout cas dont cette victoire a été proclamée. Il l'a dit dans son intervention, c'est-à-dire que d'abord la CENI a proclamé les résultats au palais de la République, c'est-à-dire qu'au palais Sékou-Touré, n'est-ce pas? Donc, alors, ça me donne en tout cas l'image en tout cas d'un match de foot où l'arbitre en tout cas prend le ballon et il va s'arrêter dans un but et donner la victoire à l'autre équipe. Je crois que ça, c'est déjà, ça veut dire tout simplement que ce hold-up électoral a été préparé depuis belle lurette. Mais moi, je pense que honnêtement, les organisations internationales comme la CEDEAO sont fortement interpellées pour en tout cas mettre fin en tout cas, à des situations comme ça. Je vais donner la parole à Maître Konaré, pardon, et après à Alexis, mais je vous préviens, Sékou Tangara, qui est des nôtres, est à Conakry. Donc faites attention à ce que vous dites. Mais Sissoko parle déjà de hold-up. Voilà, non, je vais parler de la suite. C'est raté. Alors, ce que je voulais dire, c'est que dès lors que l'opposition n'a pas pu, dans la rue, empêcher Alpha Condé de réviser la Constitution, il fallait en déduire que l'opposition n'avait pas la force de l'empêcher de gagner. Sa victoire était prévisible. Et tout l'État a marché contre l'opposition et l'enjeu était trop grand pour que le président Condé puisse se permettre de perdre. D'abord, il y a plus de 200 morts ou 300 morts pendant tout le processus de révision de la Constitution et le processus électoral. Ensuite, il y a du beau monde qui attendait Alpha Condé au cas où il perdrait le pouvoir. Alors, donc moi, je trouve que du point de vue des enjeux, du point de vue des moyens, il n'y avait pas de possibilité pour l'opposition de gagner cette élection. Et tant qu'à gagner, Alpha Condé a préféré un raccourci en s'attribuant 59% des voix et puis le reste, on va le régler dans la rue. Je crois que c'est ça la stratégie. Et d'ailleurs, le ministre de l'administration territoriale vient de réquisitionner l'armée pour le maintien de l'ordre qui techniquement, ordinairement revient à la police et à la gendarmerie. Donc ça veut dire qu'il faut s'attendre maintenant à des combats de rue et l'issue de cette élection dépend de ce qui va se passer dans la rue. Alexis Calambri. Oui, Alpha Condé depuis longtemps a montré qu'il n'est pas démocrate et qu'il est prêt à tout pour conserver le pouvoir. Que Sékou Tangara est là-bas. Oui, non. Non, le simple fait, vous savez, le peuple qui était dans la rue pour contester la révision constitutionnelle était suffisante pour faire reculer n'importe quel démocrate. Et ensuite, pendant toute la campagne, il a dit un coup KO. Un coup KO, c'est, à la limite, c'est un mot d'ordre pour les troupes. Et eux, puisque, comme ça a été dit tout de suite, toute l'institution qui organise les élections était à sa solde. Un coup KO, ils ont compris le mot d'ordre, ils l'ont respecté. Et ils n'avaient aucune chance, aucun intérêt à aller à un second tour, parce que c'était tout le monde contre lui. Alors, nous, Traoré, tout à l'heure, vous disiez que vous étiez un peu surpris du score, qu'il passe au premier tour un coup KO. Parlons un peu des violences. La société guinéenne, je la connais un peu, c'est pas une société violente. Mais comment expliquer toutes ces violences, hein? On assiste à des violences, on a des tirs à balles réelles, hein, vrai ou faux, ça se dit, des pneus brûlés, des actes de violence,
véritable émeute parfois. Vous avez le domicile du leader de l'opposition qui est inaccessible, par exemple. Je crois que Alexis a un peu touché du doigt le fond du problème, c'est que quand on a une bonne partie de la population qui se mobilise contre une réforme, si on le fait pour le bien-être des Guinéens, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre cela en compte. Et si ça n'a pas été fait, finalement, les gens n'ont rien d'autre que la rue. Vu qu'Alpha Condé ne veut pas céder et que les Guinéens aussi tiennent au changement, à un moment donné, ça devient un langage de sourds, une discussion de sourds. Et on l'a vu, hein, même ici au Mali, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'essentiel, ça finit souvent par la violence. C'est ce qui est dommage. La Guinée a toujours été un peu dans une sorte d'impasse et tous les présidents guinéens se sont accrochés à leur siège. Je crois qu'Alpha Condé, finalement, il est dans une tradition bien installée en Guinée où chaque président qui vient s'accroche au pouvoir et puis finalement, on tend peut-être vers une présidence à vie, quoi. Donc c'est ce qui est un peu dommage. Youssouf, Alpha Condé, 82 ans officiellement, qu'est-ce qu'il peut apporter de plus à la Guinée, à votre avis? Bon, il n'apportera rien. En fait, il veut s'accrocher au pouvoir pour les délices du pouvoir. Hein. Rien d'autre. 82 ans, et puis après 10 ans passés, en tout cas, à la tête du pays. Je ne crois pas qu'il pourra apporter, en tout cas, de quelque chose de nouveau. Mais maintenant, pour revenir un peu, en tout cas, au résultat même, moi, je dirais qu'Alpha n'a pas gagné. Il ne peut même pas gagner. Parce que quand tu essaies d'analyser la géopolitique guinéenne, on se rend compte qu'il y a 4 régions naturelles. Il y a, par exemple, la Moyenne Guinée, la Haute-Guinée, la Moyenne Guinée et la Guinée forestière. Oui, la Guinée maritime, par exemple, qui est dominée en majorité par des Soussous. La Basse Guinée, la Moyenne Guinée par les Peuls. Et la Haute-Guinée par les Malinké. Et la Guinée forestière en tout cas, c'est un melting pot. Mais quand tu regardes ces deux-là, très généralement, il y a eu une alliance naturelle entre les Malinké et les Soussous. C'est ce qui a permis à Alpha, en tout cas, de gagner en 2010 et de gagner encore. Mais il a pratiquement rompu avec, par exemple, Sidia Touré, qui est le leader, l'ancien Premier ministre. Maintenant, et en plus de ça, par exemple, le fait que Ousmane Kaba soit sorti du gouvernement, qui est de Cancan aussi comme lui. Donc, franchement, il a tout simplement planifié sa victoire. Il n'a pas gagné, mais il a fait le forcing pour passer dès le premier tour afin d'éviter, comme Serge et Alexis l'a dit, en tout cas, qu'il y ait cette forte coalition au second tour contre lui. Mais cher Koumar Konaré, je voulais parler de stratégie. Si vous voulez, vous allez réagir tout à l'heure en même temps sur la même question que je posais à Youssouf, mais je voulais parler de stratégie. Cellou Dalein Diallo, il dit, je ne vais pas m'arrêter là, je vais saisir les juridictions compétentes pour contester les résultats provisoires. À votre avis, quelle est sa stratégie? Pourquoi il fait ça? Il fait ça pour satisfaire les recommandations des instances internationales qui demandent donc d'user des voies légales. Mais en fait, sa stratégie est unique, hein. C'est la rue. S'il n'arrive pas à gagner par la rue, il va perdre lamentablement. Maintenant, j'aimerais en profiter pour dire que il y a trouble liés aux élections en Guinée. Il y en a au Mali. Et il y en avait. Donc, il y en a en Côte d'Ivoire. Il y en a au Togo. Tout ça, c'est parce qu'en Afrique, vous entendez parler de démocratie, mais il n'y a pas de démocrate. L'opposition est démocrate tant qu'elle crie dans la rue, mais une fois qu'elle a le pouvoir, elle reprend exactement les mêmes travers que le pouvoir sortant. Le pouvoir sortant, lui, ne respecte aucune espèce de légalité démocratique parce que tout simplement, il a le pouvoir. Et quand on a le pouvoir, tout l'État se transforme en un appendice, en une instance de décision pour celui qui est au pouvoir. Donc, il faut attendre, j'ai l'habitude de vous dire ça, quelques 200 ans pour qu'on arrive à un processus démocratique, à une démocratie authentique. Mais nous, on ne sera plus là. On ne sera plus là, non? On ne sera plus là, mais avant 200 ans, vous n'aurez que des démocraties formelles, pas de vraie démocratie en Afrique. Pour une bonne raison, c'est que les gens ne cherchent qu'à manger. Vous ne trouverez personne pour parler vrai au chef. Tout le monde est larbin. Et c'est très grave.
On va conclure sur la Guinée pour revenir au Mali. Quelqu'un veut prendre la parole? Alexis. Je préfère Youssouf d'abord. Vas-y. Oui, en fait, par rapport à Selou, quand il dit qu'il va saisir la Cour constitutionnelle, il le fait sans conviction en réalité, parce qu'il dit que franchement, c'est juste pour la forme. Parce que déjà, et la Cour constitutionnelle et la CENI, c'est des institutions qui sont taillées à la mesure de l'autre là. Maintenant, moi, ce que je vois pour le cas de la Guinée, on risque en tout cas de connaître le même scénario qu'au Mali en 2018, quand les Soumeilou Boubé Maïga ont en tout cas fait en sorte que le président Ibeka puisse passer. Il a fait le forcing, mais en réalité, il n'avait pas passé réellement. Donc le même scénario risque de se produire en Guinée et Alpha Condé sera chassé par la... Alassane ne sera pas d'accord avec vous, hein. Alexis. Oui, c'est bien que Selou ait saisi les autorités judiciaires. Ça lui permet d'abord de jouer la montre. Ça fait que la crise, parce qu'une crise électorale en elle-même, c'est peut-être un mois. Mais tant que la justice, le temps que la justice réagisse, le temps que ça fait que ça maintient le sujet à la une et ça maintient sur le gris. Et ça va lui permettre, parce que il a compris que sa seule chance, la seule cartouche qui lui reste, c'est la rue. Et il ne peut que jouer cela en utilisant y compris l'institution judiciaire, mais il n'est pas dupe, il n'y aura rien de nouveau. Et pour m'inscrire en faux contre ce que m'a dit, en fait, oui, la démocratie est dévoyée chez nous, mais c'est plus du fait qu'on n'a jamais pu créer de l'emploi pour les gens, créer plus de richesses pour tout le monde, qu'on peut avoir des situations, mais on n'a pas besoin d'attendre 200 ans pour qu'il y ait plus de justice sociale, pour qu'il y ait moins de chômage, et puisqu'il y ait plus d'éducation et que les gens puissent s'exprimer librement, ne dépendant pas d'un chef. Nous, Traoré, on va terminer avec vous sur la Guinée. Africable a une équipe très importante là-bas, dirigée par Sékou Tangara. Un mot à Sékou Tangara, il nous écoute actuellement. Je lui souhaite bon courage. Bon courage. Je pense que c'est un véritable... On n'arrive pas à le joindre, les réseaux sociaux, le téléphone marche difficilement. Si vous entendez, on vous souhaite beaucoup de courage. Faites beaucoup attention à vous. Si vous entendez des coups de pétard ou des coups de feu, restez sous votre lit. Voilà. Nous allons revenir au Mali. Au Mali, cette fois-ci, pour parler de politique, parler du M5. On en a parlé la semaine dernière, on a parlé de la semaine surdennière, on parlait du M5, ce mouvement de contestation qui a contribué à la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta. Mais avant cela, on avait annoncé plutôt Ibeka lui-même. Il est revenu à Bamako comme prévu. Ibeka d'abord, on va voir les images de l'arrivée d'Ibeka. Voilà. Donc là, c'est son départ quand il quittait Abu Dhabi. Donc là, il quitte Abu Dhabi. Et là, il est en train de rentrer chez lui. J'étais là-bas. Alexis, tu n'étais pas là-bas. Voilà, il rentre chez lui. Et on se pose une question depuis. Est-ce qu'il est véritablement libre parce que les membres de sa famille n'ont pas pu le rencontrer? Est-ce qu'il n'a pas voulu ou est-ce qu'on n'a pas voulu? J'aimerais bien vous poser cette question avant de venir au M5. Oui, Youssouf. En fait, le retour d'Ibeka, c'est en quelque sorte un respect des engagements que la CEDEAO avait pris ici avec la junte. Parce qu'on se rappelle quand il a été évacué pour des raisons sanitaires. Et sur ce même plateau, nous sommes tous réjouis de ça parce que c'est avant tout un ancien président. Quand il éprouve le besoin d'aller se soigner à l'extérieur, je crois que ça c'est très normal. Maintenant, à son retour, moi je pense que puisque tout n'est pas clair d'abord, certainement qu'il est en résidence surveillée. Et ça c'est très normal parce que après ce que nous avons connu, en tout cas pendant l'insurrection populaire qui a abouti justement à son renversement, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut lui reprocher. Donc, en attendant justement qu'il soit blanchi carrément par la justice, il est bien quand même qu'il soit sous bonne garde. Bon, si c'est une résidence surveillée ou s'il est en sécurité, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Le président de transition lui a rendu visite, ça je le sais, personne n'a démenti, mais personne d'autre l'a vu. Il a dit, par exemple, d'après mes informations, il a dit à quelqu'un, j'ai envie de voir mes petits-enfants. Est-ce qu'elle a le droit de recevoir ou de ne pas recevoir, Alexis Calambri? Oui, en fait, juridiquement, puisque on ne nous a pas en tout cas notifié qu'il est
sous mandat ou qu'il est inculpé d'une manière ou d'une autre, je pense qu'on peut restreindre sa liberté en le mettant même en résidence surveillée, mais pas à le couper du monde extérieur et de ses proches. Pour moi, si c'est le cas, ce n'est pas normal. Nous, Traoré, IBK. Il faut juste qu'on respecte l'état de droit, la justice. Enfin, il a droit de voir ses proches, à mon avis, tant qu'il n'est pas inquiété par la justice. Je ne vois pas pourquoi on le mettrait en résidence surveillée, en dehors de ce qui est décidé par la justice. C'est peut-être des raisons de sécurité ou pour le protéger. Peut-être qu'on voudrait le protéger de ses petits-enfants, mais je ne vois pas la logique. Cher Konaré. Moi, quand j'ai appris que l'ancien président Ibeka était retourné au Mali, j'ai été étonné. Parce que à sa place, je ne serais jamais retourné. Mais Keïta ne fuit jamais. Non, il ne s'agit pas de fuir. Il s'agit de tirer les leçons des situations de fait. Voilà, nous sortons d'un coup d'État. Un dossier est vite venu contre vous. On parle de beaucoup de choses. Je ne suis pas juge pour savoir tout ce qu'on peut instrumenter contre l'ancien président. Et étant de santé fragile, étant déjà dans le lieu où vous êtes soigné, qu'est-ce que vous revenez faire dans cette galère malienne? Moi, je ne serais pas revenu. Je me moque éperdument des accords passés avec la CEDEAO ou autre, je ne serais pas revenu. Maintenant qu'il est revenu, il faut en tirer les conséquences de droit. Je ne connais pas de dossier qui ait été ouvert contre Ibeka. Donc, il doit être libre et entièrement libre et de ses mouvements et de ses visites. Je ne vois pas pourquoi on le mettrait en résidence surveillée. Pourquoi? Le coup d'État est fini. Les institutions de la transition sont déjà en place. Et ceux qui ont commis le coup d'État ont même dit que ce n'était pas un coup d'État. Alors on le garde pourquoi? Alors il y a deux doctrines. Vous avez lu dans la presse comme moi qu'il aura un statut, qu'il pourrait avoir un statut d'ancien président de la République avec un cabinet conformément aux lois de la République. Et le M5 par exemple qui dit, enfin certains, pas le M5 globalement, certains qui disent il faut le juger. Alors Ibeka, faut-il le juger ou pas? Oui, en fait, il faut mettre fin maintenant à l'impunité. Parce que Ibeka, s'il a quitté le pouvoir, c'est parce que ça n'allait pas dans le pays. Et il y a eu mort d'homme, c'est-à-dire que lors de l'insurrection, en tout cas, lors des manifestations du M5 RFP, il y a eu mort d'homme. En plus de ça, on parle en tout cas de beaucoup de détournements, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau de l'administration. C'est des milliards qui se sont volatilisés. Donc, en fait, on ne peut pas, comme si rien n'était, en tout cas, laisser Ibeka en liberté comme ça. Il faut qu'il s'explique. Il faut qu'il rende compte, en tout cas, à la nation. Parce que, honnêtement, moi, je suis, en tout cas, d'avis qu'il soit jugé et que si on ne voit rien, si, en tout cas, son dossier est vide, il va recouvrer, en tout cas, sa liberté. Il sera, en tout cas, comme n'importe qui, il sera remis même dans ses droits en tant qu'ancien président, quoi. Okay. Alors, est-ce qu'on peut s'entendre sur une chose autour de cette table, ce plateau il faut que la justice donc, se saisisse de l'affaire s'il y a une affaire en justice. Oui. Et s'il n'y a pas d'affaire en justice, il faut qu'on ait la certitude que c'est un homme libre. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui. Pour terminer. Allez-y. Oui, on peut être d'accord. Mais même là, il y a un débat de fond qu'il faut mener. À la limite, ATT n'a pas été jugé. À l'époque, on sait comment il est parti et il y avait des choses. Je pense que c'est qu'il faut juger, c'est notre administration. Maître l'a dit d'une certaine manière, quand le chef est là, tout le monde met la loi sur le boisseau. Ce que le chef, ce que les dirigeants du moment disent, c'est ce qui devient la loi. Donc, pour moi, la meilleure solution, c'est de trouver comment casser cela, comment faire en sorte que force reste à la loi, que la loi arrête, que le pouvoir arrête le pouvoir. Sinon, on va continuer avec ce schéma-là, tout le temps celui qui vient, le chef a dit, on fait, le chef a dit, on fait, alors que les règles sont très claires. D'ailleurs, finalement, on voit des gens qui se cachent derrière ça pour même faire des choses et mettre sur le dos du chef. Pour moi, s'il y a quelqu'un à juger, c'est notre administration ou notre pratique administrative.
Nous, Traoré, c'est un dernier tour de table. Par Oui. rapport à ça, je pense qu'il faut qu'on peut-être qu'on regarde l'administration pour voir ce qui ne fonctionne pas et éventuellement faire des réformes. Mais il faut aussi qu'on juge, que la justice regarde les hommes qui ont dirigé. Parce que toutes les tares qu'on connaît, ça ne vient pas comme ça vient des hommes à qui on a confié des responsabilités. Je crois que s'il y a des choses à reprocher à Ibeka, il faut que la justice se saisisse du dossier, mais on ne doit pas encourager le fait de faire des choses en dehors de la justice. Donc s'il est privé de liberté, il faut que ce soit dans le cadre de la justice, de la loi. C'est pas, il ne faut pas que ce soit de l'arbitraire. Je partage l'avis de Traoré. Tout citoyen a le droit d'aller et de venir. C'est l'un des droits fondamentaux de l'homme. L'homme n'a pas vocation à être séquestré, sans droit. Alors, s'il y a des dossiers judiciaires contre Ibeka, c'est le moment de les sortir. Mais tant qu'ils ne sont pas sortis, Ibeka doit être libre de ses mouvements. Ça, c'est ma conviction et c'est à cela que je me tiens. Voilà, donc on s'entend là-dessus. Il faut que la justice intervienne s'il y a matière à justice. Sinon, il faut qu'on ait la preuve que l'ancien président est un homme libre, qui peut sortir de chez lui, qui peut recevoir qui il veut. Parce que, je le disais encore tout à l'heure, avant le début de cette émission, il avait des proches qui ne pouvaient pas aller lui rendre visite. On va rester au Mali pour parler cette fois-ci effectivement du M5, le mouvement de contestation qui a participé à la chute de l'imam, pas de l'imam parce que c'est l'imam de Mamoud Dicko qu'on voit à l'écran, la chute du président Ibeka a acté ce que j'appellerais son divorce avec l'imam Mamoud Dicko en disant nous prenons acte du fait qu'il a décidé de s'occuper de ses affaires spirituelles, de sa mosquée, comme il dit. Alors, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est il y a eu cette sortie du M5, on en reparlera tout à l'heure, qui veut être présent au CNT, etc. Le divorce, ça c'est une drôle manière de divorcer, on peut dire. Quand un homme et une femme veulent divorcer, on va au tribunal, mais ça peut se faire de manière traditionnelle. Mais là, c'est lors d'une conférence de presse qu'ils divorcent. On peut dire ça comme ça. Vous, Youssouf, parce que je vous me donnez toujours l'impression d'apprécier beaucoup le M5. Bon, en fait, c'est quand même regrettable. Hein. C'est regrettable que... Sur la forme. Oui, sur la forme que l'imam, l'autorité morale, en tout cas du M5, se sépare des autres membres du M5. Est-ce que c'est séparé ou c'est le M5 qui dit... Bon, comme le M5 dit avoir pris acte, en tout cas, de la déclaration faite par Mamoud Dicko, quand il dit qu'il va se consacrer maintenant à ses premières amours, être à la mosquée. Donc moi, je pense que c'est regrettable parce que pour moi, l'objectif n'était pas seulement de faire partie d'Ibeka, mais le service après-vente devait venir. C'est-à-dire que Mamoud Dicko devait rester, en tout cas avec le M5, jusqu'à ce que le Malikoura dont aspire en tout cas le peuple malien puisse être une réalité. Et ça pourra être une réalité quand, en tout cas, toutes les institutions vont être mises en place, quand les réformes attendues, en tout cas, vont commencer à être menées. C'est en ce moment peut-être qu'il va retourner à sa mosquée. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'interprétations de son acte, puisque le M5 dit n'avoir pas été associé, en tout cas, à la formation du gouvernement, au choix du président, au choix du Premier ministre. Et au même moment, on voit quand même des éléments des ministres qui se réclament de la CEMAS, de Mamoud Dicko. Donc, en ce moment, il y a franchement cette confusion qui est déjà créée au sein entre Mamoud Dicko et le M5. Donc, moi, je pense que le divorce n'était vraiment pas venu au moment opportun. C'est ça, Maître Konaré? Moi, je crois que l'affaire du M5 se résume à quelques constats simples. Il y avait un accord global pour faire partir Ibrahim Boubacar Keïta. C'était l'objectif commun. C'est d'ailleurs le seul objectif qui ait pu mettre dans un même groupe Oumar Mariko, Chekmar Sissoko, derrière Shogel Maïga, avec Madame Sika Touché et Modibo. C'est des gens qui ne peuvent pas se rassembler. Et donc s'ils sont parvenus à se rassembler, c'est pour un objectif unique, le départ de Ibeka. Quand Ibeka est parti, il n'y avait pas de contrat entre les membres du M5 pour gérer l'après-transition. Ils ont peut-être imaginé que une fois Ibeka parti, le pouvoir reviendrait au M5, ce qui leur permettrait de réaliser eux-mêmes le changement dont ils rêvaient.
Mais l'affaire a tourné autrement. Le pouvoir n'est pas arrivé au M5. Et si le pouvoir n'arrive pas au M5, il faut que les différentes composantes du M5, qui sont essentiellement des partis politiques, aillent sous des cieux plus cléments. Les gens ne vont pas rester là comme ça en train de critiquer le gouvernement de transition pendant que dans 15 mois se pointent des élections générales. Chacun va à ces élections-là avec les armes qu'il aura pu forger pendant la transition. C'est ça qui fait que l'imam Mahmoud Dicko, qui était l'autorité morale du M5, eh bien, a cru bon de se détacher maintenant du M5. Parce que l'imam peut gérer ses affaires sans le M5 maintenant. L'imam, tout le monde l'a vu à la manœuvre, est considéré comme le plus grand mobilisateur de ce pays. Et donc la junte et lui filent la parfaite entente, et l'imam y trouve son compte. Il ne veut plus s'encombrer de partis politiques qui ne partagent plus les mêmes objectifs. Et donc voilà ce qui a conduit au divorce entre l'imam et le M5. Et le cas du M5 va s'aggraver avec la libération de Soumaïla Cissé, parce que Soumaïla Cissé n'a pas intérêt à partager le combat du M5. Lui aussi va chercher à retirer du M5 ceux qui sont prêts à le suivre au premier tour de la future présidentielle, mais il ne va pas être là en train de combattre le gouvernement de transition. Voilà le vrai dilemme du M5, et j'avoue que c'est un dilemme cornélien. Je vous reprends la parole parce que vous n'êtes pas en train de plaider à la barre. Vous avez vu, je vous ai laissé faire. Est-ce que finalement, nous, Traoré, j'avais envie de vous poser cette question. Est-ce que le M5 ne s'est pas trompé sur l'imam Dicko? Je veux dire, pourquoi le M5 annonce aujourd'hui qu'il prend acte du départ de Dicko, alors que Dicko était parti depuis? Est-ce que ce n'était pas une erreur stratégique du M5? C'est une question que je vous pose. Franchement, ce qui est compliqué dans ce pays, c'est que les hommes politiques ont trop souvent pris l'habitude de se cacher derrière les religieux. Les religieux? Oui. Ouais, mais si les hommes politiques amènent la politique dans la mosquée, c'est normal que l'imam, c'est d'abord un imam. Oui. Et je trouve qu'il a beaucoup fait pour un imam. Les hommes politiques qui sont à la tête du M5, s'ils souhaitent effectivement travailler sur le fond, ils ne peuvent pas faire tout leur programme sur l'imam. À un moment donné, il faut qu'ils portent des idées, il faut qu'il aille au combat, il faut qu'il aille sur le terrain, chercher les Maliens, faire en sorte qu'ils puissent gagner le pouvoir et l'exercer. Et si jamais il gagne le pouvoir, je ne suis pas sûr que ce serait une bonne idée qu'il l'exerce avec l'imam. L'imam, pour moi, c'est sain qu'il retourne à la mosquée. Et je crois qu'il n'a pas abandonné le Mali, il est là. Si demain, il y a des choses qui vont à l'encontre du combat du M5, dans l'idéal du M5, s'il y a des choses qui vont à l'encontre de cela et que l'imam ne vient pas à ce moment, on pourrait peut-être lui faire un procès. Je pense que c'est trop tôt de lui faire un procès. Il reste un imam. Les hommes politiques du M5, il faut qu'ils continuent à travailler sur le fond, qu'ils mobilisent et qu'ils préparent les élections qui vont venir en 2022. Franchement, l'imam, qu'on le laisse en paix. On a beaucoup d'hommes d'expérience dans le M5 qu'il essaye de voir comment, qui a des projets compatibles avec son voisin, peut-être qu'il forme des partis politiques, qu'il forme des coalitions, qui préparent les élections. Comme l'a dit Maître, c'est pas du tout le rôle de l'imam de veiller sur des dinosaures de la politique pour les faire gagner des élections ou les faire venir au pouvoir. Je vais être plus précis avec Alexis. Le M5 sans l'imam, Dicko, c'est quoi? Le M5 n'est pas un mouvement uni et homogène. En un moment, comme ça a été dit, un idéal commun a uni des gens qu'en temps normal, des gens qui même en temps normal ne se disent pas bonjour. Dès le départ, ils n'ont pas voulu vider les questions qui fâchent. Est-ce que on prend un chef qui devient le chef? Donc ils sont contentés de porte-parole, qui n'ont pas plus d'autorité que n'importe qui dans le mouvement. À la limite, l'imam s'est servi du M5 parce que il n'a appelé personne. Quand il a commencé son combat, que des gens ont vu qu'il était en train de mobiliser, ils ont rejoint la CEMAS. Et ils ne pouvaient que constater le divorce parce qu'ils ont été chassés
du siège. Avant ça, vous avez vu les propos de Kaoudjim à 2 ou 3 reprises jusqu'à ce qu'on l'agresse. Un proche de l'imam. Oui, un proche de l'imam, quelqu'un qu'on prend même pour son porte-voix. En tout cas, il y avait de quoi comprendre que ce jour allait arriver dès le départ. Et l'autre prémisse, enfin, parmi tant d'autres, vous avez vu, je ne sais pas si la junte a été fine dans son calcul pour leur dire proposez-nous un Premier ministre, mais ils ont proposé 14. Et le même problème va se poser si on leur donne les 1/4 des postes du Conseil national de transition, parce que les élections, le calcul pour les élections a commencé. Et chacun voudrait placer ses billes le plus possible pour engranger les résultats, les bénéfices après. Donc, il est évident que cette division ne va plus être seulement entre le M5 et l'imam, mais ça va aller à l'intérieur du M5 dans ses moindres composantes. Je voudrais vous poser une dernière question sur le M5, sur ce que vous pensez de personnalités comme Maître Moutagatal, Shogel Maïga, votre ami avocat, ministre, ancien ministre qu'on ne voit plus tellement, Maître Bachili. Mais avant cela, divorce donc avec M5 Mahmoud Dicko, mais problème M5 junte quand même, parce que le M5 vient de taper encore sur la junte en disant ils n'ont pas respecté, ils nous ont mis à côté, on devait faire des choses ensemble, ils nous ont dribblé, si vous permettez l'expression. Et le M5 va plus loin en disant nous réclamons, c'est une citation, notre dû. Ça c'est très important, notre dû. Et quel est ce dû? Il y a la présidence du CNT, du Conseil national de transition, qui va être mis en place, j'espère bientôt, mais qui va être l'organe législatif, et qui dit, nous réclamons non seulement la présidence, mais nous voulons 1/4 des sièges. Je crois qu'il y a 121 sièges. Alors, est-ce que ce n'est pas une autre bagarre en perspective avec, entre cette fois-ci, le M5 et la junte? Le M5, finalement, sont des bagarreurs, non? À votre avis, dites-moi, qui veut prendre la parole? Oui. Non, il est évident que, en fait, ils cherchent des prétextes pour aller à la bagarre parce qu'il y a beaucoup de frustration. On les a vraiment fait avaler des couleuvres. Maintenant, si la junte disons, continue avec le cynisme qu'on a vu à la nomination du Premier ministre, c'est de dire, proposez-nous quelqu'un et il y aura encore 14 noms pour la présidente. Mais tout porte à croire que déjà la junte, dans son calcul, puisqu'on a vu, en dehors de Malik Diaw, on a vu tout le monde quand même casé. On se dit, c'est peut-être Diaw qu'on prépare pour la présidence. Ouais. Et si la junte leur accorde 1/4, puisque la présidence va être sur vote, il est évident que ça peut fausser leur calcul. Donc, ça veut dire la guerre de Troie aura lieu. Vous voyez quelqu'un du M5 à la tête du Conseil national de transition ou pas? Oui, en fait, avant de répondre à votre question, je voudrais juste on va avancer parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Voilà, c'est-à-dire que, puisque Alexis a laissé entendre que c'est les autres qui sont venus chercher Mahmoud Dicko, alors qu'on se rappelle, Kaoudjim l'a lui-même dit, il a démarché le MK. Kaoudjim est proche de Mahmoud Dicko, parce qu'on a des téléspectateurs qui nous écoutent à Brazzaville, à Londres, qui ne sont pas au courant. Il a pris son bâton de pèlerin pour aller voir le MK de Cheikh Omar Sissoko, pour aller voir le FSD. C'est ensemble qu'ils avaient créé d'abord le triumvirat. Et la Troïka, je veux dire. Et après ça, maintenant, ça s'est transformé, après leur première manifestation, le 5, en mouvement du 5 juin. Donc moi, je pense que c'est un mouvement, c'est vrai, hétéroclite, mais il y a des forces quand même très claires qui sont au sein du M5 RFP, et toutes ces forces-là peuvent mobiliser. Maintenant, pour répondre à votre question, moi, je pense que le M5 a raison de dire qu'il a été trahi par la junte. Parce que la junte, vous vous rappelez, quand il y a eu le coup d'État, la junte a formé une grande délégation pour aller assister à la manifestation du M5 RFP. Au cours de cette manifestation, la junte a reconnu elle-même qu'elle a parachevé, n'est-ce pas, une œuvre entreprise commencée par le M5. Donc à partir du moment où vous avez parachevé en tout cas l'œuvre de quelqu'un, vous ne pouvez pas à vous seul en tout cas décider de tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est la junte qui décide tout. Le gouvernement est composé à 70% par, en tout cas, la junte et leurs partisans.
Le Premier ministre a été choisi par la junte, le président de la transition par la junte. Moi, je pense que le M5 a raison de demander, de réclamer le 1K et même la présidence du CNT. Parfait. Alors, dernière question. Oui, Non, moi, j'ai pas... vous n'avez pas parlé, vous êtes puni. Alors, ce que je voulais dire, je répète, Oui. les partis membres, les membres du M5 étaient d'accord sur deux choses. Faire partir Ibeka et réaliser le changement. La première partie du programme a été réalisée. La deuxième partie n'est pas réalisable parce que le M5 a été privé du pouvoir. Maintenant, la junte a pris le pouvoir. Elle s'est entendue avec l'imam et l'imam a cru, n'a pas cru nécessaire de se transformer en avocat du M5. Donc l'imam est avec la junte. C'est le M5 qui est le gros perdant dans la répartition des pouvoirs d'État. Et si nous suivons la logique des choses, certes, le M5 a le droit de demander la présidence, le quart du CNT, futur Conseil national de transition, mais je doute fort que sa demande aboutisse à quelque chose. Merci. Dernière question. À la mesure où j'ai constaté que la logique de la junte est justement de faire main passe sur toutes les institutions. Dernière question là-dessus, je veux revenir sur le M5. On parle beaucoup de l'imam, mais en termes d'individualité, que pensez-vous de l'avenir, par exemple, l'avenir politique de Maître Tal, Maître Moutaga Tall, de Choguel Maïga, de votre ami dont je parlais tout à l'heure, Bathily, de Madame Si aussi, que moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Est-ce que c'est terminé? Ils vont rester dans le marigot politique? Ils ont un avenir? Parce qu'il y a une particularité pour ces hommes politiques, c'est qu'on a eu l'impression qu'ils ont abandonné leur parti politique pour former le M5. On n'a plus jamais entendu parler du MPR, on n'a plus jamais entendu parler du SNID, on a plus entendu parler du mouvement du 5 juin que du SNID, que du MPR. Quel est leur avenir politique? Oui, en fait, tout le monde est venu chacun est venu au mouvement institut personnel, d'après ce qu'ils ont dit. Ensuite, en tout cas, parmi ceux que vous avez dit, Maître Bathily, on ne peut jurer de rien, mais les autres sont des fortes personnalités, sont très politiques, et ce ne serait pas, on ne sera pas étonné de les voir rebondir avec d'autres formations, avec d'autres mouvements. Vous savez, pour entretenir un parti, c'est très cher. Madame Si a l'ADEMA association encore, qui est très puissante. Elle est très influente au niveau de l'ADEMA. Je pense que ce n'est pas des hommes finis. Et on ne sera pas surpris de les voir rebondir encore sur l'échiquier politique. Pour ce qui concerne Metal, Choguel et Madame Si, en tout cas. Très bien. Et vous, cher ami? J'estime que individuellement, les personnalités que vous venez de citer sont connues des Maliens. Mais elles n'ont jamais eu les moyens véritables de réaliser les scores aux élections qu'ils attendaient. Alors, je les vois plutôt se rallier à un candidat qui a fait la preuve d'une plus grande représentativité. Soumaïla Cissé, par exemple? Par exemple, ils sont tous membres du FSD. Je verrais bien qu'ils rallient tous Soumaïla Cissé. Mais ce n'est pas évident. Parce que ces personnalités ont aussi leurs propres ambitions. Donc, on ne peut préjuger de rien. Ça tire vers la fin. Non, en réalité, ils ne sont pas morts. Ni personne n'a dit qu'ils sont morts. Politiquement parlant. C'est une question qu'on pose. Et même le M5 n'est pas mort en réalité. Et personne n'a dit ça non plus. Je suis en train de constater quand même qu'ils sont en train de fourbir leurs armes. Est-ce qu'ils sont à la recherche d'un autre imam pour mobiliser? Bon, même sans l'imam, ils peuvent mobiliser. Parce qu'en réalité, cette gente-là, tout le monde constate quand même qu'elle est en perte de vitesse. Elle devient de plus en plus impopulaire aujourd'hui. Donc, c'est sûr et certain que le M5 va reprendre en tout cas ses activités. Et en plus de ça... Les manifestations, vous croyez? Même les manifestations. Les marches ce n'est pas à exclure. D'accord. Maintenant, pour ce qui concerne en tout cas ces figures que vous venez de citer, effectivement, je suis d'accord avec Maître Konaré. La plupart d'entre eux sont au FSD. Tout le monde sait que le FSD, c'est le regroupement de Soumaïla Cissé.
Et après la libération, moi je pense que celui-là, Soumaïla a toutes ses chances, en tout cas en 2022. Je pense qu'en allant justement soutenir cette candidature, ils peuvent, comme vous aimez bien le dire, ils vont avoir une nouvelle respiration politique. Merci. Alors, dernier thème, je vous ai oublié, juste ça rapidement. En fait, il y en a beaucoup qu'on a vu à l'œuvre pendant des années. Je ne pense pas qu'ils n'ont pas fait long feu en termes de résultats quand ils étaient aux responsabilités. Donc moi je n'attends pas vraiment une révolution de leur part. Par contre, je pense qu'ils ont un rôle important à jouer dans en quelque sorte la surveillance de la transition. Parce que c'est vraiment le premier combat pour nous qui est très très important, je pense, pour les Maliens, c'est faire en sorte qu'à la fin de la transition, on puisse avoir des élections transparentes qui laissent le choix à celui qui a le projet le plus solide et qui a aussi la vision la plus claire pour les Maliens et plus la compétence, la capacité d'exécuter cette vision. Donc à mon avis, c'est ça vraiment le plus important. Donc que les M5 soient représentés au niveau du CNT, c'est important de ce point de vue pour essayer d'appuyer quand les décisions qui sont prises par la transition, si elles sont bonnes, et quand ce n'est pas le cas, qu'ils sortent dans la rue, qu'ils réclament des changements. Donc ça, je pense que c'est important qu'ils aillent dans ce sens, même s'il n'y a pas un corpus idéologique commun entre tous ceux qui forment, parce que ça va des communistes aux capitalistes. Donc c'est un peu compliqué en fait de les réconcilier, je pense. Je vous remercie. Non, dernier point, sur le Mali toujours, nous serons incomplets si on ne parle pas de Farabougou. Farabougou, qui est un village, en fait un bourg, 3000 habitants, assiégé par de présumés djihadistes depuis le 6 octobre. L'armée est arrivée par hélicoptère dans le village. Le vice-président chargé de la sécurité, des questions de sécurité et de défense, le colonel Goïta, s'est rendu également là-bas. On le voit là, ce sont les enfants à Farabougou, on devrait pouvoir le voir là. Donc voilà le vice-président qui est là-bas. Donc il est venu par hélicoptère, il est reparti. Il faut dire qu'il n'est pas resté, il n'a pas passé la nuit, là, il n'a pas passé 2 nuits là-bas. Alors c'est une opération pour vous de com ou c'est vraiment le militaire qui va sur le terrain? Qui veut prendre la parole? On n'a plus assez de temps, mais allez, je tenais à ce qu'on en parle. Oui, en fait c'est une opération de com parce que il a pris des risques quand même, Alexis. Mali Tribune a envoyé un reporter il y a une semaine là-bas, à Farabougou. On a fait un reportage à partir de là-bas d'ailleurs. Ah bon? Alors, pour moi, ce n'était pas une opération. La question qu'on se posait, est-ce qu'on n'attaque pas parce qu'on craint le carnage que ça va faire au niveau des populations civiles, ou qu'est-ce qui faisait que la réaction de l'armée tardait? Parce qu'au moins pour cette fois-ci, on ne pouvait pas dire c'est la France qui nous empêche d'attaquer ou ce qu'on entend habituellement. Mais en tout état de cause, généralement, ce qui se fait en matière de communication militaire, on finit et on communique, mais pas tout ce qu'on a vu, on va attaquer, on est sur place, ça ne se fait pas pour quand il s'agit de l'armée. On finit et on annonce ce qui s'est passé. Voilà. Alors, ce qu'il faut préciser quand même, c'est que là, il y a une distribution de vivres aux populations. On voit les images de l'armée, l'armée malienne, qui fournit ces images-là. Et ce qu'il faut préciser, c'est que, et certes, ils sont arrivés dans le village, l'armée est arrivée dans le village, dans le bourg, mais aux alentours, il y a toujours les présumés djihadistes. Voilà. Il aurait même eu des négociations entre sages, religieux, pour permettre cela. Je voulais revenir là-dessus. Est-ce que c'est une opération de com où on a quand même quelqu'un qui est chargé des questions militaires de sécurité, qui dirige des forces spéciales, qui dit « je suis vice-président de la République », non pas de la République, de la transition. Mais voilà, je vais sur le terrain, je suis un homme de terrain. Est-ce qu'on peut... J'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. On n'a pas beaucoup de temps, mais il fallait qu'on en parle. C'est bien qu'il soit sur place, qu'il soit auprès des populations, qu'Assimi Goïta aille sur le terrain. On sait que c'est un militaire qui est très opérationnel, qui connaît le terrain, qui a l'habitude de faire du terrain. Par contre, on sent quand même une certaine hyper-médiatisation, donc la com un peu à outrance, sachant que ce n'est pas fini, parce que les djihadistes sont autour du village, et il y a même un autre village à 9 km de là qui se fait attaquer. Donc je crois qu'ils crient trop vite, ils font trop vite de la com,
Le combat n'est pas du tout gagné, même s'ils avaient neutralisé les djihadistes autour de Faraboukou. À mon avis, ça ne mérite pas qu'on s'importe dans la communication. Le travail de fond doit se faire jusqu'à ce que le pays puisse avoir une voix un peu plus claire. Youssouf Sissoko, je rappelle que vous êtes journaliste à Info 7. Est-ce qu'on a envie de dire il y a plusieurs autres Farabougou au centre, c'est-à-dire si vous avez des régions par exemple d'Adouanza, des populations ne peuvent pas se mouvoir. Au centre par exemple, dans la région de Mopti, dans la même région de Mopti, c'est la même chose. Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous êtes aussi courageux pour dire au colonel par exemple Goïta, c'est bien ce que vous faites à Farabougou, mais allez vous installer au centre pour combattre les présumés djihadistes dans les autres Farabougou que nous avons? Oui, et en fait, il faudrait même rappeler aux gens que l'une des raisons, en tout cas, du coup d'État contre Ibeka, c'est parce qu'il y avait l'insécurité généralisée. Donc, je pense que la junte a pris le pouvoir et son objectif principal était de sécuriser, la sécurisation des personnes et des biens. Mais j'ai comme l'impression que, alors après Farabougou, les gens sont en train de d'applaudir en tout cas cette junte. Moi, je pense que c'est une victoire sans gloire parce que les populations de Farabougou ont souffert. Elles ont enduré 17 jours de siège. Elles n'avaient plus à manger. Elles n'avaient plus à manger. Mais l'armée a largué des vivres à un moment. Et d'ailleurs, le pont a été dynamité. Les assaillants ont quitté sans coup férir. Parce qu'il n'y a pas eu de combat, ils ont quitté. C'est peut-être après d'intenses négociations avec les autochtones, en tout cas de la localité. Moi, je pense que ce qu'on attend de la junte, c'est de libérer franchement le Mali entier, de Kidal à Kaï. Mais j'ai comme l'impression que les 2 tiers, en tout cas, du pays sont toujours occupés, en tout cas, par d'autres champs que nos militaires. Je vais donner la parole à Maître Konari parce qu'il me donne des coups de pied. Je vais t'attaquer en diffamation. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je déplore que Farabougou soit resté 2 semaines durant sous le siège de ces terroristes. Mais au-delà de cela, la visite de terrain, j'appelle ça visite de terrain du vice-président de la transition, à mon avis, est intervenu suite à des tractations qui ont permis de libérer Farabougou. Parce qu'il n'y a pas eu de combat. S'il n'y a pas eu de combat, donc ça veut dire que l'affaire a été réglée par la négociation et non par la guerre. Par ailleurs, je m'interroge. Vice-président de la transition, chargé des questions de défense et de sécurité, quel est le lien entre le organique, juridique, légal, entre le vice-président chargé des questions juridiques et des questions de défense et de sécurité et les ministres de la défense et de la sécurité? Quel est le lien légal entre eux? Qui est soumis à qui? Dans quelle mesure le vice-président peut-il intervenir dans leurs domaines respectifs? Pourquoi dans la formation du gouvernement, on n'a pas plutôt créé des ministres délégués auprès du vice-président chargé de la défense et de la sécurité? Donc, mais plutôt on a créé des ministres de plein exercice qui, en principe, sont souverains dans leur domaine. Une autre question que je me pose, pourquoi la présence du vice-président à Farabougou et non pas la présence des seuls commandants de terrain? On n'a pas vu non plus de ministre de la Défense ni de ministre de la Sécurité. Les ministres, ils sont plutôt vers Mopti, on m'a dit. Mopti, bon, oui, mais ici, c'est l'actualité. Oui. Bon, donc moi, je me pose toutes ces questions-là parce que j'ai le sentiment qu'il y a dans l'organisation de la transition une confusion totale des rôles, une confusion totale dans les missions et ça peut préjudicier, n'est-ce pas, à la libération du Mali. Nous allons nous quitter, mais vous soulevez un point important sur les attributions du vice-président. On le sait désormais, et ça a été publié, il a droit à son directeur de cabinet à un rang de ministre, ça c'est important. Il a droit à au moins 5 conseillers spéciaux, ça c'est quand même important. À une garde, c'est important. Est-ce que il dirige un gouvernement dans le gouvernement, à votre avis? Tout en sachant quand même que parmi les attributions, il est clairement dit qu'il assiste au Conseil de ministres
à la demande du président de transition. Mais malgré cela, est-ce que vous avez l'impression que Goïta, le colonel Goïta, quelqu'un m'a reproché de l'appeler Goïta, donc je dis le colonel Assimi Goïta, respect, est-ce que vous avez l'impression qu'il dirige un gouvernement dans le gouvernement? Ce sera la toute dernière question, on va se quitter. En fait, ce que souligne Maître, c'est un peu le manque de précision aussi de la charte, quelque chose qu'on a dénoncé ici. Le vice-président, qu'est-ce qu'il fait par rapport au Premier ministre, qu'est-ce qu'il fait par rapport au président, qu'est-ce qu'il fait par rapport au ministre chargé des questions de sécurité et de la défense. Donc on nage en pleine confusion. Et c'est d'autant plus dommage qu'on est dans une période où on manque de temps, en fait, finalement. Et aussi, quand on regarde la composition du cabinet, on se rend compte que finalement, ça va coûter très cher au Mali. Et donc, on n'a pas pris la mesure d'un pays qui a un manque de tout, qui est assisté, qui est sous perfusion de la communauté internationale. Donc, on s'attribue des moyens pour un résultat très, très... Enfin, c'est pas évident à voir, en fait, comment tous ces moyens vont être utilisés et mis en articulation avec les autres organes. Donc, ça manque un peu de mesure, je trouve. Merci bien, nous, Traoré. On va se quitter malheureusement parce qu'on va nous couper à l'antenne. Je voulais signaler quand même la visite du ministre français des Affaires étrangères au Mali. Ça commence aujourd'hui. Demain, il y aura un tête-à-tête avec le Premier ministre qui sera un tête-à-tête élargi. Donc, délégation au Premier ministre Mokhtar Ouane et Jean-Yves Le Drian. Des accords seront signés, des conventions d'adduction d'eau notamment. Et puis, il y aura une conférence de presse. Donc voilà. Chers amis téléspectateurs, merci. Nous avons été un peu longs. Un clin d'œil. Ce sont les épouses de mes invités qui ont exigé qu'on leur fasse un clin d'œil ce soir. Donc, pour ne pas faire jalouse, clin d'œil aux épouses de nos invités. Bye bye.